je suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et d'étendre ainsi notre champ d'action. Nous avons réussi et, depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne pouvait pas répondre aux besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons stipulé que le cours devait être traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs pour cette conférence sur les stratégies de réopération dans le strabisme. Elle fait partie du cours complet Un monde, une vision sur le strabisme. Je suis Bert Kouchner et bien que je me contente habituellement de modérer ces sessions, pour la conférence d'aujourd'hui, je vais faire la présentation. Si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous êtes un ancien téléspectateur, j'espère que cela signifie que cette série de conférences vous a été utile et je suis heureux que vous soyez là. Stratégie de réopération dans le strabisme. Les réopérations sont certainement un défi, mais c'est aussi l'une des choses qui rendent le strabisme amusant. Il y a certainement un défi à relever et une courbe d'apprentissage à suivre, et je dirais que plus on en fait, plus on s'améliore. J'espère que cette conférence fournira suffisamment d'indications pour aplanir un peu cette courbe d'apprentissage. Et chaque fois que je pense aux réopérations, je pense à cet aphorisme: considérer chaque échec comme une découverte substantielle dans une mission d'essai et d'erreur. Je pense que cet aphorisme est tout à fait approprié pour les réopérations. Pour cet exposé, nous allons discuter un peu de la planification avancée, l'élaboration du plan chirurgical et de certains problèmes péropératoires. Planification avancée. Je pense qu'il est très important d'obtenir les dossiers antérieurs. Certains de mes collègues disent qu'ils n'ont jamais besoin de dossiers antérieurs. Ils peuvent toujours faire une exploration chirurgicale et trouver ce qu'ils ont besoin de savoir. Cependant, je pense qu'il existe un certain nombre de situations où les dossiers préalables sont très utiles. Par exemple, une suture de fixation postérieure a-t-elle été effectuée dans le passé? Normalement, lorsque nous faisons notre exploration chirurgicale, nous n'allons pas aussi loin en arrière qu'une suture de fixation postérieure a été posée. Donc, si nous ne savons pas qu'elle est là, tout ce que nous faisons sur le tendon, sous la forme d'un recul ou d'une avancée en avant de cette suture, n'aura pas l'effet normal. Une myectomie du petit oblique a-t-elle été pratiquée? Si c'est le cas, je veux le savoir si je planifie une transposition du petit oblique. S'agit-il d'une surcorrection ou d'une sous-correction? En d'autres termes, une déviation consécutive ou résiduelle. Cela va influencer la décision d'opérer de nouveaux muscles ou de réopérer des muscles déjà opérés. Nous en parlerons en détail. Y a-t-il eu une chirurgie verticale antérieure?
une résection du rectus latéral ou une boucle sclérale? Si c'est le cas, il faut penser à une incarcération du muscle oblique. Et enfin, un droit supérieur ou en fait n'importe quel muscle a-t-il été encastré lors d'une technique d'accrochage ou de suspension? Si c'est le cas, vous pourriez avoir affaire à une adhésion. Maintenant, chaque fois que j'entends une discussion sur une réopération lorsque je participe à un panel ou parfois sur la liste de diffusion Internet, quelqu'un évoque invariablement le dictum de Cooper. Qu'est-ce que le dictum de Cooper? Eh bien, Cooper, qui a publié l'année de sa mort, est crédité d'avoir dit de dire que lors d'une réopération, il faut l'aborder comme un nouveau cas. En d'autres termes, il ne faut pas tenir compte de ce qui a été fait précédemment. Et je dirais qu'il y a de nombreuses exceptions. Mais en fait, M. Cooper a été cité ou mal cité hors contexte. Il a dit cela dans un contexte très étroit d'une exotropie consécutive de routine. Quand il a écrit cela, le précepte commun était qu'il fallait toujours avancer les droits internes dans le cas d'une exotropie consécutive et faire plus de chirurgie que ce qui a été fait précédemment par opposition à l'opération des droits externes non opérés. En fait, ce que Cooper a dit, c'est que chaque fois qu'une surcorrection résulte d'une chirurgie des muscles extraoculaires, le cas doit être réévalué sur la base des résultats du diagnostic après la dernière opération. Il est déconseillé de supposer qu'il faut toujours annuler une opération antérieure. L'idée que la chirurgie pour une exatropie consécutive doit toujours annuler ce qui a été fait précédemment doit être rejetée. Je dirais donc qu'il faut modifier le dicton de Cooper, du moins la façon dont il est souvent cité à tort, pour dire qu'il y a de nombreuses exceptions. Si vous avez affaire à des restrictions, à des muscles perdus, glissés ou faibles, à des cicatrices étirées, une différence entre la déviation à distance et de près, toute incomitance ou d'un nouveau diagnostic, le patient a été diagnostiqué avec la maladie de Graves ou a subi un traumatisme, myasthénie grave, changement de l'erreur de réfraction depuis la dernière opération. Tous ces éléments influenceront notre choix. Passons donc à l'élaboration du plan chirurgical proprement dit. Je dirais que la première décision à prendre est de savoir s'il faut opérer des muscles vierges ou des muscles déjà opérés. Et quand je pense à cela, mon esprit passe par ce qui est sur cet organigramme et nous allons en quelque sorte le disséquer et parcourir chaque bras séparément un à la fois. Nous allons donc commencer par la question des muscles vierges ou déjà opérés et prêter attention à ce qui est surligné en blanc sur les prochaines diapositives. La première question que vous devez vous poser est la suivante. Y a-t-il une limitation de la rotation ou aucune limitation de la rotation? Commençons par le côté gauche. Il y a une limitation de la rotation. S'il y a une limitation de la rotation, il faut aller vers les muscles précédemment opérés. Il y a une patiente qui a une exotropie consécutive avec une limitation marquée de l'adduction dans son œil gauche. Il faut explorer le muscle droit interne gauche. Voici une jeune fille qui a également subi des récessions bilatérales du droit interne, qui a un grand XT gauche avec un droit interne sous-actif. À votre droite, vous voyez une IRM dynamique de son orbite gauche. Le scanner de gauche des deux montre la patiente en tentative d'adduction. Et vous pouvez voir ici l'aspect absolument typique d'un muscle qui a glissé dans la capsule ou qui a une cicatrice étirée. Postérieurement, vous voyez cette tuméfaction fusiforme du muscle avec une très fine bande antérieure de tissu le reliant au globe. C'est pourquoi, sachant cela et dans ces situations, je trouve l'imagerie utile. La connaissance de ces éléments vous aidera dans votre plan chirurgical, mais vous devez certainement revenir aux muscles précédemment opérés.
Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Mon radiologue l'a appelé le signe du canal vide effondré. Voici l'IRM d'un autre patient qui ressemble beaucoup à celui que vous venez de voir. La différence est que cet œil est dans un regard neutre et détendu plutôt que dans une tentative d'adduction. Avec le muscle glissé ou la cicatrice étirée que nous avons vu précédemment, vous ne voyez que ce gonflement fusiforme du muscle lors d'une tentative d'adduction s'il s'agit d'un muscle droit interne. C'est ce qui se produit lorsque l'œil est en position neutre et que le patient présente le signe du canal vide effondré. En fait, il n'y a pas de tissu reliant le muscle au globe. C'est un muscle perdu. Le radiologue avec lequel je travaille pense que lorsque le muscle glisse dans l'orbite, les deux faces opposées de la graisse orbitale se rejoignent et créent une interface qui apparaît sur l'imagerie, un tissu, un tendon peut-être, ou une capsule vide. En fait, lorsqu'on examine ces cas, celui-ci en particulier, on constate qu'aucune attache musculaire n'a été trouvée lors de l'opération. Pourtant, cela ressemble beaucoup au muscle glissé. Voilà donc ce qu'il faut faire en cas de limitation de la rotation. Et s'il n'y a pas de limitation, nous allons maintenant descendre sur le côté droit de l'organigramme. S'il n'y a pas de limitation, vous devez savoir si vous avez affaire à une surcorrection ou une sous-correction. Parlons de la surcorrection d'abord. Et le fait de savoir ou répondre à cette question est l'une des raisons pour lesquelles je trouve les dossiers antérieurs utiles. Les dossiers antérieurs vous diront si vous avez affaire à une surcorrection ou à une sous-correction. Mais si les dossiers antérieurs ne sont pas disponibles, parfois les patients ou les antécédents parentaux de vieilles photographies vous diront au moins si le patient était peut-être isotrope alors qu'il est maintenant exotrope, et vous saurez qu'il s'agit d'une surcorrection. Donc s'il y a une surcorrection, je veux le savoir. Comme vous le voyez en bas à gauche, y a-t-il une incomitance sous la forme d'une insuffisance de convergence? Ainsi, un ET qui a été opéré et qui est maintenant XT, présente-t-il un schéma d'insuffisance de convergence? Ou inversement, s'il était XT et qu'il est maintenant ET, présente-t-il un schéma d'insuffisance de divergence? Il s'agit là de signes faibles d'une sous-action musculaire. Si vous observez l'un ou l'autre de ces signes, vous devez revenir sur les muscles précédemment opérés. Mais juste à droite de cette boîte, s'il n'y a pas d'insuffisance de convergence ou de divergence, vous pouvez opérer de nouveaux muscles, peut et doit le faire. Que se passe-t-il en cas de sous-correction? Si vous avez affaire à une sous-correction, cela dépend si la chirurgie précédente était proche du maximum ou peut-être juste modeste. Si elle était proche du maximum, le patient était ET, il a subi un recul du droit interne de 5 mm, 5 mm et demi, et il est toujours ET. Vous devriez vous tourner vers les muscles frais, les droits externes non opérés, et peut-être revoir vos chiffres à la baisse si la récession antérieure était vraiment importante. D'un autre côté, en descendant le côté droit de ce organigramme, si la récession antérieure était modeste, ET, les droits internes reculés, que de 3 mm et demi, peut-être, millimètres peut-être, ou 4, et qu'il n'y a pas d'incommodité, vous pouvez les reculer un peu plus. Il y a une exception à cette règle, et je voudrais en parler. C'est une petite digression, mais c'est pertinent ici. C'est si vous avez une exotropie sous-corrigée avec une incommodance latérale. Tout d'abord, je voudrais parler de l'entité de l'exotropie avec incommodance latérale. De nouveau, pour l'instant, je ne parle pas de réopération. Cette situation a été décrite par Sally Moore, orthoptiste de New York, dans l'année de l'enregistrement. Ce sujet sera également abordé dans le cours sur l'exotropie, mais j'ai pensé qu'il était important de le reproduire ici. Sally Moore a observé que si un exotrope intermittent présente un schéma où la déviation diminue de 10 dioptries prismatiques ou plus, où certains articles disent
au pourcentage ou plus. Dans le regard droit et gauche, comme on le voit ici, 30 dans le regard primaire, 15 dans le regard droit et gauche. Ces patients sont très sujets à une surcorrection avec la chirurgie standard. Si l'on examine ce schéma et que l'on réfléchit à ce qui peut en être la cause mécanique, on constate que cela doit être dû à un droit interne trop tendu ou trop actif. J'ai un XO et quand je regarde sur le côté, l'œil en adduction a un droit interne qui agit trop, donc il va bouger plus et diminuer le XO. Ou faiblesse des droits externéas. Je suis exotrope et quand je regarde sur le côté, si le l'externe est faible, il ne se déplace pas aussi loin. L'autre œil le rattrape et diminue l'exotropie. Bien. Si ce patient commence avec une exotropie de novo, il est très difficile de comprendre que les droits externes sont faibles. Je pense donc que ce schéma doit être causé par une action excessive des droits internes, ce qui explique pourquoi ils sont enclins à la surcorrection. Si vous avez des internes trop forts, vous affaiblissez les latéraux, les antagonistes, l'action excessive des internes domine les droits externes et le patient est surcorrigé. Mais si ce même schéma se produit après des récessions antérieures des droits externes, même chose, 30 dans le regard primaire, 15 dans le regard droit et gauche, nous savons que les latéraux doivent être faibles car le patient a déjà été opéré des droits latéraux. Ces patients ne sont pas enclins à une surcorrection en primaire, mais ils sont enclins à une surcorrection dans le regard latéral parce que la déviation est plus petite et vous devez modifier votre chirurgie en conséquence. En ce qui concerne la dose chirurgicale après une chirurgie antérieure, au moins sur un muscle déjà opéré, et même si vous n'avez affaire qu'à l'antagoniste d'un muscle déjà opéré, les formules sont discutables. Je ne pense pas qu'elles jouent un rôle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise des sutures ajustables dans ces situations. Maintenant, les muscles précédemment reculés ont tendance à se raccourcir, ils perdent des sarcomères et deviennent rigides. Donc les faire avancer ou les réséquer aura un effet plus important que la normale. Les récessions antérieures, en ce qui concerne l'arc de contact, il faut respecter l'arc de contact. Une petite re-récession peut avoir un effet important et peut très facilement paralyser le muscle. Et enfin, les muscles précédemment réséqués peuvent s'être relâchés, surtout s'ils ont été réséqués il y a plusieurs années. Ainsi, si un patient a subi il y a quelques années une résection du droit externe de 7 ou 8 mm, ce droit externe peut avoir une élasticité normale et vous pouvez le réséquer davantage si nécessaire, comme si rien n'avait été fait auparavant. On m'a souvent demandé, est-ce qu'un millimètre d'avancement d'un muscle en retrait est la même chose qu'un millimètre de résection ou de plaquage? La réponse est oui, en partie, uniquement en ce qui concerne la tension de la longueur du muscle. Ainsi, si vous avancez un muscle de X millimètres ou si vous le réséquez ou le plaquez de X millimètres, vous étirez ces sarcomères exactement de la même manière. Cependant, un avancement augmente l'arc de contact sur le globe et augmente l'effet de la chirurgie, alors qu'un plaquage ou une résection ne le fait pas. Donc, toute chose égale par ailleurs, un avancement est un peu plus puissant qu'une résection ou un plaquage du même montant. Muscle frais, quand modifiez-vous la chirurgie s'il s'agit d'une réopération? Si vous avez affaire à une sous-correction après une récession très importante du droit interne, comme je l'ai dit plus tôt, vous voudrez réduire un peu la résection du droit externe, peut-être d'1 millimètre ou 2. Lorsque vous établissez votre plan chirurgical, il faut être prêt à le modifier. Il faut s'attendre à l'inattendu. Les muscles peuvent ne pas se trouver là où l'on s'attendait à les trouver, et vous pouvez trouver des traces d'une intervention chirurgicale totalement inattendue. En pensant à cela, j'aime cette citation d'un humoriste du XXe siècle. Si vous voulez faire rire Dieu,
Raconte-lui ton plan. C'est certainement le cas lorsque nous parlons d'un plan chirurgical avec des réopérations. Ainsi, en ce qui concerne les réopérations, nous avons parlé de la première décision, des muscles vierges déjà opérés, de l'importance des anciens dossiers. Qu'en est-il du timing? En général, il faut attendre 6 à 8 semaines, ou plus bien sûr, mais il y a des exceptions. Si, le premier ou le deuxième jour, vous constatez qu'il s'agit d'un muscle qui a glissé ou qui a disparu, si vous avez une grosse surcorrection après un redressement du grand oblique, ou si vous avez plus de 5 dioptries prismatiques, d'hypertropie après une transposition du droit vertical, idéalement, vous devriez y retourner le premier ou le deuxième jour. Si vous ne pouvez pas y retourner au cours de la première semaine, il vaut mieux attendre la 6e ou la 8e semaine parce que pendant les semaines 2 à 3, peut-être 4 après l'opération, il y a beaucoup plus d'œdème et des saignements. Il s'agit simplement d'une chirurgie techniquement plus difficile et plus désordonnée. Quelques mots sur la technique péropératoire. En préparation d'une réintervention, j'utilise souvent des stéroïdes si l'œil est très cicatrisé, uniquement par voie topique. Je n'utilise jamais de stéroïdes par voie orale dans ce contexte. Et je peux utiliser des stéroïdes topiques 4 fois par jour pendant 2 semaines dans un cas fortement vascularisé ou cicatrisé. J'utilise parfois des vasoconstricteurs topiques et j'utilise généralement des stéroïdes post-opératoires également par voie topique. Il y a maintenant certains tests diagnostiques à effectuer sous anesthésie, en particulier dans les cas de réopération. Je voudrais d'abord parler d'éduction forcée. En général, si un œil est limité, disons, à l'adduction, l'œil ne s'adduit pas. La restriction se fait latéralement. Mais il peut arriver que tout soit nettoyé latéralement et les ductions forcées sont toujours positives. Dans ce cas, on peut envisager une restriction en laisse inversée, comme le montre la diapositive de droite. Il s'agit d'un œil qui ne peut pas tourner vers la droite, c'est l'adduction. Dans cette construction hypothétique, la restriction latérale a été libérée, mais les ductions forcées sont toujours positives. Et comme vous pouvez le voir, il y a une bande de tissu cicatriciel allant un peu en avant de l'équateur à droite, en avant de l'orbite, jusqu'au mur nasal orbital antérieur. Il s'agit d'une restriction en laisse inversée. Une restriction nasale empêche l'adduction. L'une des particularités des restrictions en laisse inversée, c'est qu'elles augmentent leur intensité si vous rétropulsez le globe. C'est un signe utile pour savoir à quoi on a affaire. Une chose à laquelle il faut prêter attention, ce sont les ductions rotatives forcées, surtout s'il y a un problème de verticalité ou s'il y a eu une chirurgie verticale antérieure. Cela permet de vérifier s'il y a une restriction de torsion. Je saisis l'œil soit à 6h et 12h, soit à 3h et 9h. Sur cette photo, je le saisis à 6h et 12h et je le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Et je cherche l'endroit où je rencontre une résistance. S'il n'y a pas de résistance à la torsion, il y a symétrie. Dans cette image, vous pouvez voir que l'œil du haut peut être tourné plus loin dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il ne peut l'être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'image du bas. Cela n'a rien à voir avec les ductions forcées exagérées. C'est un point qui a été porté à notre attention par Dave Guyton. Il s'agit d'un test très important pour les muscles obliques. La vidéo que vous allez voir m'a été aimablement donnée par Dave Guyton avec la permission de l'utiliser. C'est la vidéo qu'il a montrée. C'est une partie de la vidéo qu'il a présentée pour la première fois à la réunion de l'APOS. Regardons. Nous allons voir l'œil gauche d'un patient vu d'en haut. Les ductions forcées horizontales sont normales. Pour tester la restriction torsionnelle, il est utile de rétropulser le globe, ce qui met les muscles obliques sous tension. Les ductions forcées rotatoires peuvent être effectuées de cette manière pour rechercher une restriction de torsion.
Recherchez la symétrie. Pour tester la tension des muscles obliques, saisissez l'œil à 3 et 9 heures. Pour le grand oblique, poussez la forceps nasale vers le haut dans le cadran nasal supérieur et faites basculer l'œil dans le sens temporel. Vous pouvez voir et sentir l'œil sur le tendon de l'oblique supérieur. Pour le petit oblique, faites de même dans le cadran nasal inférieur. Cette tension est normale. Nous allons maintenant voir un patient présentant une hyperaction du grand oblique et un schéma. Quand on teste le grand oblique, vous pouvez voir cette restriction marquée de 3+, lorsque l'œil roule sur le grand oblique tendu. Le petit oblique est normal. Regardez l'œil qui vient de passer soudainement sur le grand oblique. Des ténotomies bilatérales du grand oblique ont été réalisées et la manœuvre a été répétée. L'œil bouge maintenant librement lors du test du grand oblique, ce qui indique que la ténotomie était complète. C'est ainsi que Dave Guyton a initialement décrit le test. Par la suite, d'autres personnes et moi-même avons décidé de n'utiliser qu'une seule forceps dans le quadrant nasal supérieur ou inférieur. Et j'ai le sentiment que le test peut être réalisé avec autant de précision, un peu moins de traumatisme. Je voudrais maintenant parler du test du retour élastique symétrique. Ce test a été décrit par Arthur Jampolsky dans les années 78. Comme vous le voyez en haut de l'illustration, vous pouvez saisir l'œil du côté nasal et temporal et le faire basculer à droite et à gauche. Pour le test du retour élastique, il faut saisir l'œil au niveau d'un limbe et le faire pivoter en adduction ou en abduction. Cette photo illustre une rotation en abduction car le nez est en bas à gauche de la photo. Lâchez ensuite l'œil après l'avoir fait pivoter à droite et à gauche. L'œil ne revient pas complètement en position primaire, mais notez où il s'arrête après que vous l'ayez relâché. Faites ensuite la même chose, mais en lâchant l'œil dans l'autre sens. Si vous avez fait une abduction, faites une adduction et notez où l'œil se déplace. En l'absence de restriction mécanique, le point final du test de retour élastique sera symétrique, le même nombre de degrés par rapport au côté en abduction que par rapport au côté en adduction. Maintenant, il est important de noter, et ce n'était pas dans la description originale, que ce test n'évalue pas les facteurs innervés. Il ne s'agit donc pas nécessairement du point final de votre opération. Par exemple, l'hyperbole est parfois le meilleur moyen de faire passer un message. Si j'avais un patient souffrant d'une paralysie aiguë du droit externe, disons un traumatisme crânien, et si j'avais ce patient sous anesthésie le premier jour, le test d'équilibre du retour élastique serait normal. Il serait symétrique parce qu'il n'y a pas eu de raccourcissement musculaire pendant cette courte période. Il n'y a pas de restriction, mais il est clair que les yeux de ce patient ne sont pas droits à l'état éveillé. Une intervention chirurgicale serait nécessaire pour les redresser. Le test de retour élastique permet donc simplement de savoir si la restriction mécanique a été éliminée. Une autre contribution d'Art Jampolsky est le signe de la ficelle. L'image de droite montre un œil saisi au limbe avec un forceps tourné en adduction extrême et vous pouvez voir là où la flèche pointe cette indentation linéaire du globe ressemblant à une ficelle indentant le globe, d'où le nom. C'est le signe d'une restriction conjonctivale. Si vous voyez le signe de la ficelle, vous devez probablement faire quelque chose pour amincir la conjonctive ou peut-être la reculer, mais au moins traiter la restriction conjonctivale. En ce qui concerne les techniques chirurgicales, vous devez réaliser l'éduction forcée, pas seulement au début de la chirurgie, mais au fur et à mesure. Faites le test d'équilibre du retour élastique au fur et à mesure, car l'élimination du tissu conjonctif, etc. Et ainsi de suite. J'utilise souvent des nœuds temporaires pour positionner les muscles, puis je fais mes tests de retour élastique et tout le reste. Puis, si je suis satisfait de l'endroit où je me trouve, du résultat des tests, je convertirai simplement les nœuds d'arc en nœuds de chirurgien. Mais si ce n'est pas le cas, je peux facilement repositionner le muscle. Il faut penser à l'ischémie
du segment antérieur et il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour l'éviter. Craig McKeown nous a présenté la technique d'épargne des vaisseaux, comme on le voit à votre gauche, qui permet de disséquer la cilière antérieure du muscle et de l'épargner. C'est un peu difficile sur le plan technique, c'est un peu délicat, mais cela fonctionne et peut avoir un effet très bénéfique. Un conseil cependant, si vous envisagez cette opération, prévoyez un plan de secours, car on ne sait jamais quand on peut endommager un vaisseau par inadvertance ou quand vous ne pourrez pas disséquer les vaisseaux du muscle. Comme vous le voyez à votre droite, cela montre que si vous planifiez une procédure de transposition et le plan chirurgical nécessiterait d'opérer plus de muscles que vous ne le souhaitez, vous pouvez procéder à des transpositions partielles. Cette diapositive montre la transposition latérale de la moitié du droit supérieur et du droit inférieur. Il est possible de laisser l'autre moitié du muscle, en particulier si l'on observe un vaisseau ciliaire antérieur dans la moitié que l'on laisse. Plus récemment, la procédure de Nishida a été décrite. C'est la technique que je préfère si je m'inquiète d'une éventuelle ischémie du segment antérieur. Elle consiste à transposer les ventres des muscles sans les désinsérer du tout. Une autre chose que vous pouvez faire pour éviter l'ischémie du segment antérieur est d'augmenter éventuellement la dose de Botox. Supposons que vous ayez fait une chirurgie très généreuse et que vous deviez encore opérer un autre muscle. Vous pourriez injecter du Botox dans ce muscle en péropératoire sous visualisation directe et éviter de l'opérer. Je dirais aussi, bien que je ne les utilise pas souvent, que les sutures de traction ou de traction de pull peuvent avoir un rôle à jouer et qu'elles peuvent être utiles pour les muscles raides et inélastiques. Voici la technique que je préfère. Comme vous le voyez en haut à gauche, je place 2 sutures solides non résorbables dans le moignon de l'insertion. Dans ce cas, il s'agit du droit inférieur. Je les fais passer à travers la paupière supérieure et je les attache sur des traversins en tirant l'œil vers le haut. Voici le patient le lendemain de l'opération. Ce muscle a été fixé par une suture ajustable et la patiente se trouve dans la position initiale souhaitée de surcorrection. Je peux donc tirer le muscle vers l'avant lorsque je l'ajuste. Je coupe alors les sutures de traction et ne pas avoir à compter sur un muscle inélastique de prendre du mou lorsque j'essaie d'augmenter la récession avec l'ajustement. Un mot sur les kystes qui peuvent survenir. Ils peuvent être très très délicats. Il s'agit de kystes d'inclusion qui se forment généralement à l'interface entre un muscle précédemment désinséré et sa nouvelle insertion. Le kyste se forme au niveau de cette interface et il peut souvent être beaucoup plus grand qu'il n'y paraît au départ. Voici un kyste qui n'a pas l'air très gros et voici le même kyste au moment de l'ablation. Tout ce que nous voyions avant l'opération était ce lobe du kyste qui se trouve sur la photo de gauche. C'était en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. La raison pour laquelle je mentionne ceci est illustrée dans le diagramme de droite. Ce qui se passe, c'est que le kyste se forme entre l'interface du muscle reculé ou réséqué et la sclérotique. Le kyste se forme à cet endroit et en fait le muscle finit souvent par ne plus être attaché au globe mais à la paroi arrière du kyste, comme le montre le dessin. Et pour rendre les choses encore plus confuses, il y a souvent un pseudo-tendon qui part de la partie inférieure du muscle et qui va jusqu'à l'insertion d'origine. Si vous ne cherchez pas cela, il est très facile de couper le kyste et de se retrouver avec un muscle perdu. J'ai vu cela plus d'une fois. Après que j'ai présenté ce concept avec ce dessin, Linda DQG de Boston m'a généreusement prêté cette diapositive. Il s'agit d'une image de l'orbite qui montre exactement ce qui a été décrit. Il y a un kyste à la pointe de la flèche orange et vous pouvez voir que le muscle est attaché à la paroi arrière du kyste sans connexion avec le globe. C'est donc une chose à laquelle il faut faire attention.
2 ou 3 choses techniques avec un muscle fortement cicatrisé. Vous passez le crochet sous le muscle et il ne glisse pas. Ce que je vais faire, c'est agiter de force, agiter, agiter, jusqu'à ce que la pointe sorte. Même s'il sort sous le muscle, avec beaucoup de choses dessus, du tissu conjonctif, je couperai la pointe du crochet. Pour moi, c'est une étape importante d'une réintervention lorsque la pointe du crochet est dénudée. Il se peut que vous ayez besoin d'une coupe tranchante pour cela. Un mot sur les muscles de glissement et les cicatrices d'étirement. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la même chose. Je pense qu'il existe des différences marquées qui méritent d'être discutées car elles doivent être traitées différemment. Dans les deux cas, il faut exciser complètement ce tissu anormal devant le vrai muscle, soit la capsule vide, soit la cicatrice allongée ou étirée. Maintenant, je voudrais parler du rôle des sutures résorbables par rapport aux sutures non résorbables, parce que vous pouvez les utiliser dans un cas et pas dans l'autre. À votre gauche, vous trouverez une description du muscle glissé dans la capsule. Ce phénomène a été décrit par Marshall Parks et on pense qu'il est dû à une suture inadéquate. Vous passez vos sutures dans ce que vous pensez être le muscle et vous les placez dans une capsule vide. Puis le muscle glisse vers l'arrière sans s'attacher au globe dans la capsule vide. Un muscle qui glisse se produira donc plus tôt qu'une cicatrice d'étirement. Le tissu est plus fin que dans une cicatrice d'étirement. C'est généralement unilatéral, à moins que le chirurgien n'ait commis la même erreur en suturant les deux yeux. Il s'agit généralement d'un seul œil, et comme il s'agit d'une erreur du chirurgien, elle ne devrait pas se reproduire. Donc, si vous aimez utiliser des sutures résorbables, vous pouvez les utiliser pour une déchirure musculaire. Une cicatrice d'étirement, en revanche, et je pense que nous avons tous une grande dette envers Irène Ludwig pour avoir si soigneusement étoffé ce point, est un problème de guérison intrinsèque. Ces patients ne forment pas le lien normal du muscle à la sclérotique. Le problème survient donc plus tard, parce que ce tissu conjonctif se construit lentement. Le tissu est plus épais que la fine capsule translucide vide. Comme il s'agit d'un problème de cicatrisation intrinsèque, il se produit souvent de façon bilatérale, et il se reproduit souvent parce que le même problème existe. Dans ce cas, il faut utiliser des sutures non résorbables. Non résorbables sont ce qu'il faut utiliser. À gauche, vous voyez une image d'un muscle glissé dans la capsule. Vous voyez la fine capsule maintenue par les sutures et la flèche blanche représente le bord antérieur du muscle glissé dans la capsule. À votre droite, vous voyez une cicatrice d'étirement. Le tissu semble plus épais que la capsule vide et cette flèche pointe vers l'interface entre le tendon allongé ou la cicatrice et le muscle proprement dit. Cette interface est parfois difficile à discerner. Je trouve qu'il est très utile de faire glisser un crochet d'avant en arrière et vous pouvez en effet sentir une bosse lorsque vous atteignez le muscle réel. La fille que j'ai montrée tout à l'heure, celle dont j'ai montré l'IRM de l'orbite, a été opérée et j'ai excisé 14 mm de cicatrice avant d'arriver au vrai muscle. Comme vous pouvez le voir à votre gauche, il n'y avait que du tissu conjonctif, il n'y avait pas de muscle. Et la voici peu après l'opération, montrant un bon alignement et essentiellement une adduction complète. Maintenant, ce que je viens de vous montrer, la capsule vide ou la cicatrice d'étirement, est différente que le type de pseudo-tendon décrit il y a longtemps par Ken Swan. Quand un muscle est en retrait et qu'il se lie normalement, il est normal qu'un pseudo-tendon de tissu conjonctif se développe de l'avant de ce muscle en retrait jusqu'à l'insertion d'origine. Cela n'arrive pas toujours, mais c'est souvent le cas. Voici une coupe transversale montrant le
le tendon en retrait du muscle lui-même à l'extrême droite. En avant de celui-ci, à gauche, du point de vue du chirurgien, se trouve le pseudo-tendon. Il est épais au début, puis il y a un prolongement fin qui se poursuit jusqu'à l'ancienne insertion. Il est important de savoir que cela se produit car on peut très facilement le confondre avec le muscle lui-même. Il m'est arrivé plus d'une fois de l'accrocher, de le suturer, d'aller jusqu'à le désinsérer et de me rendre compte qu'il était un peu mince. Il faut passer un crochet plus loin et obtenir le muscle lui-même. Et ce tissu ne sert à rien, il suffit de le couper, de l'exciser et de s'en débarrasser. Il s'agit donc d'un tissu différent du pseudo-tendon qui se forme en cas de non-adhésion. Et voici une autre vue montrant le pseudo-tendon réfléchi dans la pince qui se trouve au milieu. Chaque fois que vous avez affaire à une verticale avec l'imitation de la rotation, pensez à l'incarcération du muscle oblique. Un tendon du grand oblique peut être incarcéré après une chirurgie du muscle droit supérieur, généralement une résection ou un avancement, chirurgie du grand oblique, et après une boucle sclérale. Il se caractérise par une hypertrophie restrictive avec une encyclotropie. C'est ce que montre la diapositive de droite. Vous verrez le droit supérieur délimité par des tirets noirs et le tendon du grand oblique délimité par des points blancs et cicatrisé dans l'insertion du droit supérieur. C'est l'incarcération du grand oblique. Il peut également y avoir une incarcération du petit oblique et je l'ai vu typiquement après une résection du droit externe ou après une boucle sclérale pour un décollement. Il s'agit d'un dessin d'artiste montrant le petit oblique en train d'être replié par une boucle sclérale. Lorsque le chirurgien a crocheté le droit inférieur pour placer la boucle d'encerclement, il a crocheté par inadvertance le petit oblique. L'oblique inférieur a alors été tiré par la bande circulaire qui a fait le tour du globe. Cette situation se caractérise par une hypotropie restrictive accompagnée d'une excyclotropie. En cas de strabisme après une boucle sclérale, j'ai rarement besoin d'enlever la boucle. Une chose que vous pouvez faire si vous êtes inquiet est d'approcher le muscle postérieur à la boucle. Mettez des sutures, réséquez-le, avancez-le, reculez-le ce que vous voulez faire et laissez le muscle cicatriser au niveau boucle, la partie du muscle qui est cicatrisée au niveau boucle. Si vous utilisez des sutures ajustables, on me demande souvent si l'on peut utiliser des sutures résorbables ou si l'on doit utiliser des sutures non résorbables. Je pense que si vous faites un cas après une boucle, si votre dissection laisse la boucle sclérale enfermée dans cette capsule fibreuse qui se forme autour d'elle, vous pouvez utiliser des sutures résorbables. Vous pouvez utiliser des sutures résorbables. Un muscle se liera à cette capsule fibreuse par une technique de suspension. Mais si votre dissection a abouti à la mise à nu la bande, vous ne pouvez pas appliquer, vous ne devez pas vous attendre à ce que le muscle adhère au silicone nu. Il ne faut donc pas utiliser de suture résorbable. En résumé, nous avons parlé du moment où il faut opérer des muscles vierges par rapport à des muscles déjà opérés, l'importance d'une limitation de la rotation, de la surcorrection par rapport à la sous-correction, du timing à utiliser et de quelques questions techniques. Pour conclure, je dirais que vous devriez probablement suivre le dicton de Cooper, sauf quand il ne le faut pas. Je tiens à vous remercier de votre attention. J'espère que cela vous a été utile. Et je souhaite que tous les chemins que vous emprunterez mènent à l'orthophorie. En vous offrant ce cours vidéo, j'ai voulu vous remercier à plusieurs reprises. Nous vous remercions d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World, One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers
qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile, et bien sûr à Bert Kouchner qui a assumé avec bonheur, nous l'espérons, le fardeau de développement et de modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un énorme merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés afin de rendre ce cours à la fois visuel et auditif extraordinaire. Et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owov2020@gmail.com. Au revoir.